pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour vous le 21 septembre, Ouf. quand ça a explosé? S'il faut tout raconter, ça va être long. Euh, Bon, nous c'est assez simple. On est à la télévision, on est à 2 km d'AZF, à vol d'oiseau. Et ce matin-là, pour faire court, je suis en train de préparer le journal de midi. Et bon, d'abord le sol tremble, après il y a l'explosion épouvantable, et France 3 est saccagé. Donc tout a volé partout. Donc on nous fait descendre en nous disant c'est un peu dangereux, faut vous mettre dehors sur le parking, on se rassemble. Et là, j'essaye de comprendre ce qui vient de se passer. Moi, je pense à un avion d'abord. C'est-à-dire, je me dis, le sol qui a bougé, ça doit être l'avion qui est tombé, le choc de l'avion. Et quelques secondes après, l'explosion très forte, c'est le kérosène qui a explosé. J'imagine ça et je cherche autour de moi un avion. Évidemment, j'en vois pas. En revanche, je vois s'approcher, enfin, nous tomber dessus quasiment, au moment où on arrive dehors, un nuage rouge-orange, avec une sorte de pluie de filaments. J'ai vu tout de suite que c'était gras, c'était comme de la suie un peu qui tombait. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, puis en même temps l'angoisse un peu parce qu'on se dit est-ce qu'on respire pas ce truc là. C'était vraiment pas beau comme truc à voir nous tomber dessus. Et il y a la fameuse histoire, j'ai tout de suite reconnu l'odeur de l'ammoniac. Je dis ah bon, ça sent pas le kérosène, c'est de l'ammoniac. Et vu l'endroit d'où venait le nuage, je me suis dit il y a un seul endroit d'où ça peut venir, cette odeur d'ammoniac que j'ai reconnu tout de suite. C'était l'usine AZF. Donc je monte sur ma moto et à ce moment-là, coup de chance, je croise Michel Mézières, le caméraman du rugby, qui lui vient de sortir de France 3 dévasté, sa caméra, il a juste sa caméra dans la main. Je lui dis, t'as une batterie dessus, t'as une cassette? Il me dit oui. Je dis, bah écoute, si tu veux, viens avec moi, je crois que je sais ce qui s'est passé. C'est la grande paroisse. Lui qui connaît pas Toulouse monte sur la moto en s'imaginant que je vais l'emmener devant une église ou un truc comme ça, il connaît pas, il vient d'arriver à Toulouse. Et donc on va partir, vous connaissez les images maintenant, on part tous les deux sur la moto. Dès qu'on arrive sur la rocade, c'est-à-dire au bout d'une minute, on voit sur la route une espèce de poussière. Déjà, je me dis, il a dû se passer un truc pas possible. Et puis on va rouler sur la rocade et arriver donc devant l'usine. Et là, on va comprendre. Qu'est-ce qui me passe par la tête je me dis à ce moment-là, je suis en train de rêver. Je vous jure que je me suis dit ça. En Parce arrivant devant la grande paroisse? Ouais. J'ai dit c'est pas vrai. Je suis en train de faire. Ça arrive des fois, vous savez, on fait un cauchemar et dans le cauchemar ou dans le rêve qu'on fait, on se dit je suis en train de faire un cauchemar ou je suis en train de faire un rêve et je vais me réveiller. Et on rêve qu'on se réveille, c'est-à-dire qu'on est encore dans le rêve. Et là, il y avait eu le 11 septembre juste avant et ça offrait le même aspect de démolition intégrale quoi. Et je me suis dit non, pas Toulouse, c'est pas possible. Je vous jure, une fois ou deux, je me suis dit je suis en train de rêver, c'est pas possible, je vais me réveiller. Donc là, vous vous dites quoi? C'est un attentat? Ils ont visé la grande paroisse? Ouf, je me dis rien de tout ça. J'avance vers... non, je réfléchis pas. Le cerveau, il est bloqué là. Avec la moto, on commence à passer à travers les débris. Je dis à Michel, filme tout, ne coupe plus ta caméra. À partir de maintenant, donc on fait le reportage que vous avez vu. Et on rentre dans l'usine. Si vous voulez, après, j'aurai une petite anecdote là-dessus, parce que au moment de rentrer dans l'usine, on rentre dans l'usine, et avec Michel, on dit, d'un commun accord, comme ça sent l'ammoniac, comme on ne sait pas ce qu'on respire, comme il y a des fils électriques de partout, c'est dangereux, les pompiers sont pas encore arrivés, on est quasiment les premiers sur place. Avec Michel, on se met d'accord, on dit on reste 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. D'abord parce qu'il faut ramener les images, et ensuite parce qu'on se dit, bon allez, avec un quart d'heure, on a la chance d'y couper. S'il y a une pollution, quelque chose qu'il ne faut pas respirer, on essaye de faire attention. Donc on marche, on déambule dans cette espèce d'épouvantable désordre, quoi, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, on va arriver à un endroit, on ne le sait pas, on est à 10 mètres du cratère. Je dis on ne le sait pas parce qu'on ne va pas se rapprocher plus. Mais à ce moment-là, on va voir tous les deux quelque chose qui brûle à l'endroit où on se trouve à 10 mètres. On est à 10 mètres d'un truc qui brûle, qui fait de la fumée noire. Et je garderai, alors ça c'est un peu un télo, mais je garderai toujours l'image de cette chose qui brûlait. C'était tout de suite, j'ai pensé à l'Apocalypse, à la vision biblique de l'Apocalypse. Je me suis dit, c'est une langue de feu qui s'agite encore dans la gueule du dragon. Et au moment où je me dis ça, je ne sais pas qu'il y a le cratère là, mais ça collait bien avec l'image de la gueule du dragon. Et de toute façon, le quart d'heure était passé, et on a dit avec Michel, on s'approche pas plus, d'autant que ça brûlait, et qu'on voulait pas trop respirer ce qui brûlait. Je me suis dit, s'il y a des huiles lourdes, des choses comme ça c'est dangereux, ça je savais que c'était dangereux. Donc, Et vous rencontrez des gens? Oui,
Sur l'usine, on rencontre les pauvres gens d'AZF. J'ai toujours dit, ceux qui appelaient au secours, ceux qui ne pouvaient plus appeler personne, on se l'est dit ce midi-là dans le journal, on a eu ces mots-là tous les deux. Et je rencontre aussi des ouvriers d'AZF qui sont blessés, mais qui continuent à, non pas à travailler, mais si, au fond, oui. Ils continuent à travailler, c'est-à-dire qu'ils mettent tout en sécurité. Tout ce qu'ils peuvent arrêter, ils l'arrêtent. Et on n'a pas souvent parlé des gens d'AZF qui ne s'étaient pas enfuis, mais qui étaient restés là et qui ont continué à bosser, non pas comme si de rien n'était, mais il y avait un petit peu quelque chose de ça dans leur courage. Une responsabilité. Oui, oui, ça oui. Ouais, ça oui. Ils étaient là, ils essayaient de retrouver leurs copains, de les aider, et puis j'en voyais plein qui s'affairaient et qui essayaient de couper des vannes, des trucs comme ça, oui. Voilà, enfin plein, attention, il n'y en avait pas tant que ça. Il en restait 5-6, mais dans un tel désert où l'humanité était désormais totalement absente, 5-6 personnes, ça faisait beaucoup déjà. Et des blessés, vous en avez rencontré beaucoup? Oui, ouais, j'aime pas en parler, oui. Oui, il y en avait. C'est des images difficiles à oublier? Si je sais pas quoi vous répondre à ça. Oui, on peut pas oublier des images comme ça. Ça dépend de quelle humeur on est le jour où on y pense. Je crois que c'est surtout ça. Parce que au bout du compte, ce jour-là, c'est une rescapée qui m'a dit ça un an après. Une dame qui était sur le rond-point devant un ZF au moment de l'explosion. Bon, elle se prend tout sur la figure. Elle est blessée et elle essaye de sortir de sa voiture et là, elle peut plus marcher. Donc, elle est coincée par terre. Et elle va rester là pendant 4 heures au moins avant d'être secourue. Et elle va être... Quelqu'un va venir. C'est un chauffeur routier. Il va rester à lui tenir la main pendant 4 heures. Et elle m'a dit un an après, ce jour-là, j'ai vécu le pire de l'être humain, c'est-à-dire l'explosion, et il y avait forcément des responsables, c'est quand même des hommes qui avaient fait cette explosion. Donc j'ai vécu le pire et le meilleur, qui était ce type qu'elle connaissait de rien, et qui lui avait tenu la main pendant 4 heures, en lui promettant de ne pas la laisser toute seule. Et depuis d'ailleurs, ces deux familles-là mangent ensemble le 21 septembre au restaurant. Chaque année, voilà. Donc voilà, le pire, le meilleur. J'ai pas de meilleure réponse. Évidemment que si c'est un jour où on n'est pas en grande forme, on pense à ces images-là et on peut difficilement imaginer pire, quoi. Nous qui sommes une génération qui n'avons pas connu la guerre, les gens qui ont connu la guerre savent ce que c'est que 4 heures de bombardement sur une ville. En gros, c'était ça. À part que ça s'est passé en une seconde. Donc il y avait, pour reprendre mon histoire de la langue de feu, il y avait une forme de bestialité dans tout ça, de bestialité absolue, quoi. Voilà. S'il faut un mot, c'est celui-là, certainement. Est-ce que vous avez eu peur au moment de votre progression? Non, pas du tout. Jamais? Non, pas que je sois courageux, mais où je suis un peu inconscient, mais j'avais quelque chose à faire. J'avais mon métier de journaliste à faire. Si on n'a rien à faire, on ne peut que avoir peur. D'autant plus que si on est en ville et qu'on ne sait pas ce qui vient de se passer, on a peur. Parce qu'on ne sait pas de quoi on a peur. Mais moi, je voyais ce qui venait d'arriver. Donc déjà, savoir ce qui s'est passé, ça fait déjà la moitié de la peur en moins. Par rapport à quelqu'un qui l'a pas vu. Est-ce que je m'explique bien? Oui, je comprends. Mais qui a peur. Voilà. Pire que d'avoir peur, il y a ne pas savoir de quoi on a peur. Voilà. Et l'anecdote dont vous vouliez nous parler en arrivant à l'usine? Oh, c'est idiot. On pense, il y a toujours une connerie. Il y a toujours une connerie qui nous passe par l'esprit. Et ce jour-là, lorsque je monte, je suis pas encore devant l'usine. Lorsque je monte sur la moto devant la télé et que je pars avec Michel, je suis en train de me dire dans ma tête, je vois déjà autour de moi les dégâts que ça a fait. Donc je devrais imaginer que sur place ça va être pire. Et curieusement dans ma tête, je me dis, j'imagine qu'il va y avoir un des ateliers d'AZF qui a explosé. Mais j'imagine pas une seconde le champ de ruines sur lequel je vais tomber. Et je me dis, pourvu que dans tout AZF, de loin, je puisse repérer facilement l'atelier où il y a eu une explosion. Ça, c'est la première bêtise que je pense. Et la seconde bêtise que je pense, je me dis, pourvu qu'en arrivant devant un ZF, on nous laisse rentrer. Alors celle-là, elle est belle, quoi. Parce que quand vous arrivez devant un ZF, vous voyez le poste de garde, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, c'est deux petites bêtises de journaliste, ça. Mais oui, c'est vrai que je m'attendais vraiment pas une seconde à une personne, d'ailleurs, je crois. Voilà. C'est pas que moi. Personne. Mais moi, j'étais concerné parce qu'il fallait que j'y aille. Mais je m'attendais pas une seconde à ça, évidemment. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Il est long, le silence, là. Pour tout vous dire, je pense que la vérité, la vraie vérité, ou l'ensemble de la vérité, je pense qu'on ne le saura pas. Voilà. Moi, je pense ça.
je pense qu'on aura une vérité. Je pense surtout que tout le monde pourra enfin tout le monde, en particulier les victimes, vont pouvoir s'exprimer. Ce qui est déjà énorme, ce qu'elles ont déjà beaucoup fait au travers des reportages, au travers des documents, au travers de tout ça. Et puis surtout, ça va être enregistré. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour que ça recommence plus, pour qu'on fasse plus jamais le même genre d'erreur. La vérité vraie, ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui s'est passé à la NPE, qu'est-ce qui s'est passé à ZF, qu'est-ce qui s'est passé à EDF ce jour-là, je suis pas sûr que tout ça soit dit. Et je me pose même la question, est-ce que 7 ou 8 ans après, la petite étincelle qui a eu lieu à un moment, qui a mis le feu aux poudres, etc., est-ce qu'au bout du compte, c'est ce qu'il y a de plus important? Je finis par plus savoir, tellement on a été baladé de droite et de gauche depuis 8 ans. Voilà.